Jean-Claude Marie, bonjour. Vous Bonjour. avez publié aux éditions L'Harmattan, plus particulièrement dans la collection Approche littéraire, Aldous Huxley, Le prophète oublié, et Michel Houellebecq en contrepoint. Alors, nous allons attaquer cette interview sous l'angle du titre, Hum. qui paraît curieux. Pourquoi Aldous Huxley prophète? Alors, Aldous Huxley prophète parce que il a été un auteur qui a su très tôt discerner les dérives dont était porteuse la société industrielle et qui se sont poursuivies, amplifiées dans notre société post-industrielle qui est la continuation en quelque sorte. Je vais donner quelques exemples qui, je pense, sont assez significatifs. Le premier, c'est que d'abord, il s'est alarmé de l'épuisement des ressources naturelles et de la destruction de la planète. Et dès 1928, dans un roman, Contrepoint, il renvoie dos à dos le capitalisme et le socialisme comme nous conduisant l'un et l'autre dans le mur, dans le désastre, avec la même inconscience. Un deuxième exemple, peut-être l'économisme qu'il va pourfendre, c'est-à-dire cette place quasi hégémonique que l'économie prend aujourd'hui dans la société. La religion des affaires, dit-il, qui s'est substituée d'ailleurs aux religions traditionnelles, et puis qui a fait de la prospérité la finalité de l'existence et non pas simplement un moyen pour parvenir à des finalités peut-être d'un ordre supérieur. Troisième exemple, c'est alors qu'il est à une époque où on a encore foi dans la science et le progrès, il craint que les hommes n'en fassent pas un usage bien raisonnable et il est très inquiet de cette espèce d'hubris technologique et y a deux thèmes par exemple qui vont être au cœur de plusieurs de ses romans. Le danger atomique d'ailleurs, civil ou militaire, et puis le transhumanisme. Alors il n'emploie pas le terme de transhumanisme, mais c'est au cœur en fait du meilleur des mondes, et ça revient aussi dans un autre roman qui s'appelle Jouvence. Quatrième exemple, la, il est assez atterré par l'anesthésie des consciences dans la société industrielle qui est organisée alors, par deux choses principalement, l'industrie des loisirs, l'industrie du divertissement, un peu une industrie parfois de l'abêtissement, et puis tous les drogues, qu'elles soient légales ou illégales, et qui permettent toutes les conduites d'évasion possibles. Et d'ailleurs, il a des craintes à ce sujet sur les progrès de la pharmacologie. Et puis, dernier aspect, la crise spirituelle de l'Occident. En fait, il est très inquiet de ce côté très matérialiste, très économiste de nos sociétés. Et il va beaucoup y réfléchir, c'est même une question qui va le hanter. Et il a été considéré, par Michel Houellebecq d'ailleurs d'une manière ironique, mais il a été considéré comme un des aspirateurs du mouvement New Age, c'est-à-dire de ce mouvement qui est aujourd'hui assez diffus, mais assez répandu, comme le montre d'ailleurs le succès de certains ouvrages aujourd'hui, mouvement par lequel l'homme occidental, enfin l'homme ou la femme occidentale, cherche à renouer un lien avec le monde, avec l'univers, à retrouver une certaine paix intérieure. Alors, prophète oublié, dites-vous, mais pourtant vous l'avez mentionné, Le meilleur des mondes, son best-seller, est encore très connu comme roman, comme livre. Oui, effectivement, tout le monde connaît pratiquement tout le monde connaît le meilleur des mondes. Très souvent comme un souvenir de lecture du lycée, je me suis aperçu quand on en parle. Donc il est connu un peu d'une manière un peu superficielle avec ses histoires de bocaux là, et de bébés dans les bocaux. Mais le reste de son œuvre, qui est faite de romans, d'essais historiques, d'essais politiques, de livres religieux également, est dans l'ensemble assez aujourd'hui ignoré, je crois. Pourtant, il a été,
durant sa vie, quelqu'un de très célèbre, un auteur très très célèbre. Il a été reçu par des chefs d'État, le président du Brésil, le pape, la famille royale de Belgique. Il a été à 2 reprises dans sa vie, ce qui est quand même assez peu courant, l'écrivain phare d'une génération intellectuelle ou universitaire, quoi, disons. Par exemple, dans les années 20, après le traumatisme de la guerre de 14-18, la jeunesse britannique se reconnaît en lui. Et près de 30 ans plus tard, il a un succès énorme dans les campus universitaires américains. Et là, évidemment, on est dans fin des années 50, début des années 60, c'est le début de la contestation de cette génération. Donc là, on est dans un contexte tout à fait différent. Alors, vous le mentionnez dans le sous-titre, vous en avez parlé, Michel Houellebecq en contrepoint, vous ajoutez. Alors c'est un peu étonnant parce que ces deux auteurs semblent assez différents. Comment les rapprochez-vous dans votre essai? Alors oui, c'est des personnages différents, c'est un style quand même aussi assez différent. Huxley est plutôt une sorte d'intellectuel un peu aristocrate britannique. Bon, Houellebecq c'est un tout autre genre. Et pourtant, il y a des points, il y a des points communs entre eux. J'ai réussi à trouver des articulations entre leurs œuvres et par exemple, on pourrait constater que Le meilleur des mondes, les particules élémentaires et la possibilité d'une île ont un thème commun en fait, qui est le transhumanisme. Le transhumanisme comme solution, c'est vraiment dans le cadre d'une fiction, hein, mais solution agrémentée de quelques fantaisies pour permettre à l'homme occidentale, en fait, de sortir du mal-être, de la difficulté de vivre dans laquelle il se trouve dans cette société assez matérialiste, assez superficielle. Parce que Huxley et Houellebecq ont une même hantise de la mort, du destin tragique de l'homme. Et l'un et l'autre, en fait, considèrent que, justement, dans la société occidentale, c'est très difficile de vivre cette condition mortelle. D'ailleurs, Houellebecq le dit presque en ces termes-là, parce que donc l'homme occidental est happé finalement par les conduites d'évasion, les divertissements, des choses assez superficielles. Et l'un et l'autre décrivent presque en des termes identiques cette situation. Alors, la grande différence quand même entre eux, c'est que Huxley va choisir une voie religieuse, ce qui n'est pas le cas de Houellebecq. Huxley va s'engager dans une quête spirituelle et religieuse qui va durer, éthique également, pratiquement toute sa vie, quoi, à partir de l'âge de... Mais on peut dire pratiquement toute sa vie. Parce que même dans sa jeunesse, il avait déjà cette intuition qu'il fallait une orientation en ce sens. Et ça va lui permettre de dépasser le désespoir qui le menaçait. En fait, il était menacé par le désespoir, d'abord parce qu'il avait un fond à l'origine un peu dépressif, il y avait une espèce d'état héréditaire dépressif dans sa famille, des deuils très précoces qui l'ont beaucoup affecté, de sa mère, de son frère qui s'était suicidé très jeune, la guerre de 14, le contexte de la guerre de 14 bien sûr, et puis une quasi-cécité, parce qu'on oublie souvent, mais en fait il était pratiquement aveugle. À partir de l'âge de 17 ans, il a eu une kératite et ça avait été mal soigné, et il a été pratiquement aveugle toute sa vie. Donc il avait cette situation qui le menaçait de désespoir, et il s'est battu par la culture, par les littératures, par l'écriture contre cela, puis ensuite ça l'a amené à cette quête éthique et spirituelle.
à laquelle il ne faudrait pas croire que Houellebecq soit insensible, puisque en fait Houellebecq aussi, parfois c'est un peu étonnant, on l'oublie, mais il a fait des tentations il a eu des tentatives exactement de s'orienter dans cette voie. Bon, il n'y est pas parvenu, mais à la limite, rien ne nous dit que le reste de son œuvre ne lui permettra pas peut-être de s'y engager. Voilà. Huxley a aussi voulu élargir son champ de conscience et à côté de la démarche religieuse, il s'est engagé il a fait des recherches en parapsychologie. Il organisait chez lui à Los Angeles des Tuesday nights, c'est-à-dire des mardis soirs, des soirées où un certain nombre de psy, de gens qui faisaient des recherches en la matière venaient et tentaient diverses expériences. Il est bien sûr aussi, il s'est engagé aussi dans l'expérience psychédélique, ce qui lui a laissé d'ailleurs parfois l'image d'un apologiste de la drogue, alors qu'en fait, bon, c'est peut-être pas du tout ça son objectif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il ne s'est pas contenté de la recherche d'un espèce de salut individuel, mais au contraire, cette démarche l'a amené à s'engager pour prévenir un petit peu tous les maux qui menaçaient l'humanité. Et c'est les 10 dernières années de son existence en particulier, on peut dire qu'il était vraiment un citoyen du monde engagé, mettant beaucoup l'accent sur les questions de la famine, de la démographie, de l'écologie et de surarmement.